interview sur le réchauffement climatique, une thématique d'actualité qui nous intéresse tous, très impatients de voir le contenu. Alors, professeur Hélène Rogel est diplômée de l'École de Paris. Bon, elle est très bien, très connue, je vais essayer de résumer sa biographie, parce que c'est assez long. Elle est professeure en génie civil à l'université Cergy-Pontoise, c'est ça? Tout à fait. Et elle fait partie classée parmi les 2% des scientifiques dans le domaine, en génie civil, civil engineering. Elle a reçu plusieurs titres et médailles. Je ne vais pas tout ce qui est cité. Elle est spécialiste dans tout ce qui est concrete design, material mechanical behavior, and the value of inert and industrial waste in concrete. Elle a supervisé, elle a dirigé plusieurs thèses, plus de 20 thèses, 21 thèses. Actuellement, elle est directrice de plusieurs thèses en cours. Elle a publié 75 articles et 130 conférences et elle a 11 chapitres de livres. Voilà. Elle a également organisé plusieurs manifestations scientifiques et elle est souvent invitée en Tunisie parce qu'elle est toujours très heureuse d'être là, je pense. Tout à fait. Voilà. Je te donne la parole, Hélène. Encore une fois, ravi et heureux que tu sois là. Bah, écoute, merci beaucoup, mais je vais essayer de ne pas parler en utilisant le micro, mais bon, voilà, ravi effectivement d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Tarek pour ton invitation. Effectivement, ça me fait vraiment plaisir de venir, de parler dans une ville chargée d'histoire que j'adore, Mahdia, c'est ma deuxième ville. Fitouit avec Dr. Weli Mohamed qui est aujourd'hui maître de conférence à l'ESTP à Paris et Dr. Hasnem Aziz qui est aujourd'hui maître de conférence à l'université de Blida. Donc plusieurs stagiaires. Voilà. Alors, on parle beaucoup. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Non. Non? Bon, ok. Alors, on parle beaucoup de réchauffement climatique, comme vous le voyez. La Terre est bien rouge, hein, d'accord. Ça, c'est le degré. Donc, en fait, le réchauffement en degrés Celsius, donc entre 1951, la référence est 1980, donc voilà. Et vous voyez que plus c'est rouge, moins c'est bon. On arrive jusqu'à plus 4 degrés de réchauffement climatique pendant une certaine décennie. En particulièrement, pas uniquement le CO2, parce que nous avons assez souvent l'habitude de parler de CO2, mais il n'y a pas que le CO2, il y a le méthane, il y a autre chose. Notamment les algues sur les plages, ça dégage beaucoup de méthane, et le méthane, ce sont des gaz à effet de serre. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences de ces émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement les hausses de température, des sécheresses, des inondations, la fonte des glaces, nous en avons parlé d'ailleurs, même pas que la fonte, le rehaussement du niveau de l'eau également, et puis la perte de la biodiversité. Les impacts sont très nombreux. Ils sont au niveau de la santé, l'agriculture, le logement, la sécurité, le travail. Les pays en développement sont très très vulnérables vis-à-vis de ces impacts. Alors, quels sont les objectifs du monde, de façon générale, et notamment des pays développés? C'est de limiter ce réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius pour éviter les pires impacts d'ici 2050. C'est ce qu'on appelle Net Zero Emission, la neutralité carbone. Alors, il y a beaucoup de solutions. La première, bien évidemment, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de financer les transitions, on en parle beaucoup, hein, donc différents types de transitions, de passer aux énergies renouvelables, ça nous a été vendu le premier jour. Et puis, l'urgence, c'est vraiment de réduire d'ici 2030 de moitié des émissions de gaz à effet de serre, et ceci dans l'objectif d'atteindre les 1,5 degrés Celsius en 2050. Alors, les coûts sont effectivement importants, mais l'inaction climatique est encore plus coûteuse
que l'inaction et que, voilà, donc il faut vraiment y aller. Et les pays développés ont un rôle majeur pour soutenir les pays en voie de développement pour atteindre ces objectifs et notamment pour développer ces énergies renouvelables et atteindre cette transition qui est écologique et verte. Alors, vous voyez cette figure qui plus c'est rouge, moins c'est bon. Donc, c'est par tête d'habitants, ce sont les émissions de CO2. La Tunisie, elle est toute petite, elle est là. Et effectivement, on est autour, je dirais, de 6 à 8 tonnes carbone par tête d'habitant. Ce sont des statistiques récentes de 2022. Voilà, alors j'ai récupéré ça. Alors on est là, la Tunisie, elle n'est pas verte, en fait, elle est bien rouge. Et elle est au-dessus de la moyenne africaine en termes de dégagement de CO2. L'Algérie, bien évidemment, c'est la championne, et puis elle émet autant par tête d'habitants de gaz à effet de serre que la France. Alors, plusieurs scénarios ont été mis en place pour éviter ce réchauffement climatique exorbitant et limiter ces hausses de température. Alors, on a le premier scénario qu'on appelle le STEPS, donc c'est le scénario des politiques déclarées, qui, en fait, on prend en compte les politiques gouvernementales actuelles, et puis, ou annoncées, et on va essayer de limiter à 34 gigatonnes en 2020 et ne pas dépasser 36 gigatonnes en 2030 et rester stable jusqu'à 2050. Deuxième scénario, c'est ce qu'on appelle les promesses annoncées. Alors, pour cela, il faut diminuer les émissions CO2 à 30 gigatonnes en 2030 et aller vers 22 en 2050. Ceci génère quoi? Quand même une hausse de la température de 2,1 degrés Celsius en 2050, c'est au-dessus du 1,5, et qui est préconisé dans le net zero emission, dans la neutralité carbone, qui doit viser une stabilisation des températures et des hausses à 1,5 d'ici 2050 et garantir l'accès universel aux énergies renouvelables et modernes à tout le monde d'ici 2030. Alors la Tunisie se situe là, elle a signé ces accords, elle a signé également les accords de Paris, elle a signé également les accords de Kyoto. Donc, sachez quand même qu'au mois de mars, nous avons dépassé 2,1 degrés Celsius de réchauffement climatique. Donc, franchement, on est vraiment très loin de ce scénario. Alors, d'où ça vient? Vous le voyez là, ce sont les énergies qui sont responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les énergies, on a tout ce qui est utilisé dans les industries, le transport qui vient en deuxième, ça c'est dans le monde, hein. Et puis les énergies utilisées dans notre milieu, le bâtiment. D'accord? Donc on est le troisième pollueur. Donc voilà. Après on a l'industrie, et dans l'industrie on va rajouter encore une fois le ciment. Le ciment qui est notre matériau de base en tant que liant pour construire nos maisons. Voilà, puis après on a l'agriculture et on a également les déchets, et les déchets émettent des gaz à effet de serre. Donc il faut vraiment limiter les décharges. Alors c'est encore plus en Tunisie le cas. Alors ici, voilà le schéma. Donc ici, les demandes en énergie, et donc vous voyez que selon le schéma, le scénario STEPS, APE ou NZE, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut diminuer l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz naturel, au détriment de quoi? Au détriment du nucléaire et puis des énergies renouvelables. Ce que je souhaite souligner, c'est que l'électricité est vraiment le grand consommateur d'énergie, demandeur, et puis on a le buildings, notre domaine, le bâtiment, qui se situe aussi en troisième lieu et qui génère énormément et qui a besoin de beaucoup d'énergie et donc qui va générer beaucoup de CO2. Alors, je me suis intéressée un peu à la Tunisie. Alors, quel est l'approvisionnement énergétique en Tunisie? Pareil, ce sont les dernières statistiques. En Tunisie, on utilise beaucoup le pétrole, le gaz à part égale et très très peu des
par le gaz naturel. Alors, sachez que quand même, les émissions, elles sont dues à quoi? Eh bien, elles sont dues essentiellement à l'électricité, parce que c'est exclusivement du gaz naturel, donc à effet de serre, donc c'est des énergies fossiles. Et puis, bon, le transport, l'industrie. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment, il est là, avec les déchets. Alors, l'électricité, comme vous le voyez là, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, le transport, après l'industrie, puis le bâtiment en Tunisie qui vient juste après. Alors, hausse des températures, croissance démographique, urbanisation accrue, ça génère quoi? Ça génère des besoins en climatisation de plus en plus accrus, donc nécessité d'énergie. Voilà, et ça, cette carte, elle est donnée dans un schéma STEPS, d'accord? Plus c'est sombre, plus les températures sont importantes, c'est ce qu'il faut remarquer. Et donc la Tunisie, comme vous le voyez, elle est là, hein, elle est vraiment sombre, hein, elle a des températures très très élevées, entre 2021 et 2050, et les personnes ici qui vivent dans les zones ayant besoin de refroidissement, vous les voyez là, en milliards, d'ici l'année 2050, ça va augmenter considérablement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a des besoins de plus en plus de climatisation domestique, et si vous avez des milliards d'unités. Alors, bon, pour nous, dans le bâtiment, ça veut dire beaucoup, ça voudrait dire qu'il faudrait construire intelligemment et donc tenir compte de ça. Alors, on a des besoins de plus en plus élevés de climatisation, soit plus de 95% de la population mondiale, soit près de 2 milliards de plus que 2021. Plus de pays auront des journées à risque pour la santé publique en 2050, parce que quand il fait très chaud, on en meurt, hein, d'accord? Les accès aux services de climatisation n'est plus un luxe d'ici 2050, ça devient essentiel et un problème essentiel de la santé publique et pour la productivité et pas uniquement le confort. Et puis le manque d'accès sera de plus en plus associé à une précarité énergétique. Alors, où est-ce que je peux agir dans mon domaine? Le bâtiment. Voilà. Voilà ma maison qui est là. Et voilà tout ce qui tourne autour de la maison, bien évidemment. Alors, ça, c'est ce que préconise à l'échelle mondiale, l'UA. Donc, c'est ne rien construire ou, à la limite, je dirais réparer au maximum. En France, à Paris, il y a des bâtiments, par exemple, qui ont été délaissés parce que c'était par les entreprises. On pense à les remodeler, repenser ces bâtiments pour construire des appartements destinés à l'habitation. Donc, je ne construis pas, je rénove, je réhabilite, je change. Donc, voilà, c'est build nothing, build less. Construire intelligemment. Ça voudrait dire, là, en l'occurrence, penser aux énergies renouvelables au niveau des maisons, penser à l'utilisation de matériaux efficaces environnementalement et énergétiquement, utiliser des matériaux issus du recyclage et les techniques constructives doivent être éviter, je sais pas, éviter des ponts thermiques, etc. Donc, les méthodes constructives. Et puis, minimiser les déchets. Vraiment minimiser les déchets et réutiliser, quand vous démolissez, on réutilise, il y a la réutilisation et le recyclage. Par exemple, une baignoire qui n'est pas cassée, je peux la réutiliser. Un évier également. Je ne jette pas, je réutilise. Je répare et je réutilise. Et ce que je démolis ou déconstruis, j'en fais des gravillons, j'en fais autre chose et je le réutilise. Alors, dans ce schéma de neutralité carbone, en 2030, ce qu'on souhaite, c'est que les espaces de chauffage ne doivent pas dépasser 19 à 20 degrés en moyenne. C'est ce qu'on fait dans les pays où il fait froid. Il ne faut pas refroidir à 20 degrés, comme on fait beaucoup en Tunisie et dans d'autres pays. C'est 24 degrés, 25 degrés, donc il ne faut pas aller en dessous. Et puis,
Ne pas prendre des douches à des températures très élevées, c'est assez amusant. 38 degrés, donc ne pas utiliser cette eau chaude. Pourquoi? Donc on va voir, parce que c'est une électricité, l'électricité est issue des ressources fossiles, etc. Et puis, d'ici 2050, il faut utiliser beaucoup de matériaux, diminuer l'utilisation des matériaux de 30%, et puis augmenter la durée de vie des structures de 20%. Alors, donc, c'est bien beau, assez souvent, on met en place des nouveaux matériaux parce qu'on dit qu'ils sont efficients, ils sont environnementaux, mais on n'a jamais réellement, on s'intéresse beaucoup aux propriétés mécaniques, aux propriétés thermiques, on s'arrête et on ne va pas jusqu'à l'analyse de cycle de vie du matériau. Et donc ici, on va faire ça à travers 2 études de cas. Une première étude concernant les matériaux à base de matériaux recyclés issus du Grand Paris Express, qui sont renforcés par des matériaux, tout à l'heure on en a parlé, biosourcés, géosourcés, etc. Et puis un deuxième cas, ce sont les géopolymères, où on va remplacer le ciment par un autre matériau qu'on considère non émetteur de gaz à effet de serre. Et mon objectif est de dire, ok, il y a les gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que, on a d'autres types de pollution qu'il faut éviter. Alors, construire, donc, si je dois construire de façon durable avec un impact environnemental diminué, eh bien, je suis obligée absolument de faire également une analyse de cycle de vie de mon bâtiment. Alors, le bâtiment est au cœur de ce schéma. Donc, il faut vraiment que l'aspect écologique soit préservé, il faut que l'aspect social également le soit, et les aspects économiques. Donc, le développement durable, c'est l'intersection de ces 3 aspects écologiques, économiques et sociétals. Donc, la transition écologique, sociétale et énergétique doit être au cœur de la pensée quand on veut construire un bâtiment ou une structure. Alors, plus un bâtiment qu'une structure. Alors, l'objectif, la réduction des gaz à effet de serre, comprendre les impacts écologiques dans leur globalité, minimiser l'utilisation des ressources fossiles, et puis tout ça, ça ne doit pas se faire n'importe comment, il faut le faire dans un cadre réglementaire. Alors, ce cadre réglementaire, il est là, ça me permet d'aller en 2050, vers cette neutralité carbone, et l'objectif, c'est de maîtriser ma consommation eau, énergie et matériaux. Alors, comment faire? Comment transformer ces défis environnementaux, multitransition, en opportunités durables? Eh bien, c'est en se munissant d'un outil d'aide à la décision, ce sont les ACV, c'est l'analyse de cycle de vie. Alors, juste, je vous explique ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, cette analyse d'outil, c'est un outil qui est multi-étape, à savoir, il doit prendre en compte le cycle de vie du produit, et ce cycle de vie de produit, il englobe plusieurs étapes, de la phase d'extraction des matières premières, et c'est pour ça que quand on parle de panneaux solaires, je suis un peu gênée, parce qu'ils sont issus, c'est-à-dire la cellule, elle est fabriquée par quoi? Par des matériaux rares. Et ces matériaux rares, on va les extraire de roches. Et généralement, je donne le cas, bon, c'est pas pour les panneaux solaires, mais pour les batteries, parce qu'on a besoin de batteries, généralement les batteries à lithium, sachez que je peux extraire 5% d'une certaine roche uniquement de lithium. Donc le reste, c'est des roches qui partent en déchetterie. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut en tenir compte également. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en Australie, ils ont trouvé le moyen d'en faire des géopolymères qui marchent très bien. Voilà, parce que le lithium, ça marche pas. Okay. Oui, ça marche. Donc, après l'extraction, il y a la production, le transport, la construction, jusqu'à la fin de vie. La fin de vie, c'est la déconstruction. Et donc, c'est ce qu'on appelle multi-étape. Alors, c'est également multi-critères.
Ça veut dire quoi? Ben, il n'y a pas qu'un seul impact, il n'y a pas que le CO2. Alors, il y a par exemple l'épuisement des ressources, je dois en tenir compte. Le réchauffement climatique, je dois en tenir compte. L'appauvrissement de la couche d'ozone. L'eutrophisation. Moi, je suis je dirais, assez touchée par surtout l'eau, d'accord? La pollution des eaux, l'acidification des eaux, que ce soit les eaux douces, les eaux des océans, la toxicité aquatique, etc. Donc, on a plusieurs critères qu'il faut calculer. Après, bon, bah, le processus, bien évidemment, il est itératif et chaque itération permet d'avoir un impact encore plus positif et un calcul beaucoup plus, comme vous le voyez là, beaucoup plus puissant jusqu'à avoir pour viser l'exactitude. Tout ça, c'est la norme en réalité et l'objectif, c'est vraiment de calculer de façon très précise les répercussions environnementales d'un produit tout au long de son existence. Alors, il y a des normes. Alors, vous seriez quand même assez curieux de savoir que ce sont les Américains qui sont à l'origine de l'ACV et c'est Coca-Cola qui, en premier, en 1969, a eu cette idée de changer le conditionnement, de passer des bouteilles en verre à des bouteilles en plastique. Et donc, pour faire ça, ils ont fait tout un calcul d'analyse de cycle de vie pour démontrer la viabilité économique, environnementale. On s'en fiche un peu de l'environnement, mais c'est surtout voilà, de ce conditionnement. Ensuite, en 1998, on a fait le premier outil d'ACV, toujours aux États-Unis, et c'est en 1995 qu'on a eu un format commun. En 1998, la normalisation ACV, et en France, on a établi une norme, on adore les normes en France, donc la norme en 2004, la norme NFP 01010, et on a mis en place ce qu'on appelle les fiches déclaratives environnementales et sanitaires qu'on utilise même en enseignement d'ailleurs pour les choix de matériaux. Voilà ces fiches environnementales, déclaratives et sanitaires que vous allez retrouver sur les sites. Pour chaque type de matériau que vous voulez utiliser, vous pouvez calculer son empreinte. Il suffit d'aller sur le site INIES et vous allez trouver un certain nombre. Voilà. Alors, le cadre de l'ACV, je définis les objectifs du champ de l'étude, je fais l'inventaire de tout ce que je veux calculer, ensuite j'évalue les impacts et pour terminer, j'interprète. Donc, et ça doit se faire obligatoirement selon ce schéma. Donc, voilà, 1, 2, 3 étapes. Alors, voilà, pour une construction à les phases de l'ACV, la phase de la production, de la construction, de l'utilisation, la fin de vie et les bénéfices au-delà. Bon, alors ça, c'est le premier cadre, le cadre que j'appelle du berceau à la sortie de l'usine. Et là, c'est ce que j'appelle du berceau à la tombe, quand il part, quand je démolis, je déconstruis, etc. D'accord? Alors, nous, dans le cadre de notre étude aujourd'hui, moi, je vais travailler plutôt sur la phase de la production. Je n'irai pas jusqu'à la tombe, mais jusqu'à la sortie du berceau. Voilà. Voilà. Alors, je vais commencer par le cas numéro 1. Alors, le cas numéro 1, sachez que quand même, c'est la terre crue, l'utilisation de la terre crue. Alors, la terre crue est le matériau, est un matériau qui est un éco-friendly material, et il est très très prometteur. C'est un matériau très ancien qui a été utilisé depuis très longtemps. C'est un matériau très efficient thermiquement, d'accord. Il est abondant, il est renouvelable, il absorbe et il redonne le moisture, l'humidité. C'est un régulateur de température et d'inertie thermique, dû à sa forte inertie thermique. Vous voyez, c'est super sympa. Quand il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur et puis vice-versa. Donc voilà, c'est un matériau qui a une insonorisation assez importante. Il n'utilise que 3% de l'énergie qui est utilisée dans les bétons, mais sachez que quand même pour certaines technologies, certaines constructions, on utilise zéro énergie. Ça dépend de la technique constructive des terres crues. Alors c'est un éco-matériau. Il est
utilisé un peu partout. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, on a le pisé qui est là. On a le torchis, alors on le retrouve un peu en France ou dans les pays européens. Il y a l'adobe. Il y a aussi la brique qu'on appelle de cope. Et vous voyez tous ces pays qui utilisent ces constructions qui sont en terre. Alors cette terre, je vais la récupérer facilement. Donc c'est sur la surface du sol, 20 à 30 cm. Alors généralement, c'est du sable, des siltes et de l'argile. Mais est-ce que toutes les terres permettent de faire des constructions en terre? Non. Il faut un certain nombre de propriétés, d'abord chimiques, donc comme vous le voyez là, et puis de plasticité en termes de teneur en eau, ce qu'on appelle la limite de liquidité et la limite de plasticité de ce sol, qui doivent être idéalement comprises entre 30 et 35, 12 et 22. Alors, juste pour vous montrer que c'est un matériau qu'on va retrouver un peu partout, vous allez remarquer, ici vous avez à Marrakech, la Médina, qui a été construite en 1070 et qui a été par l'UNESCO classée en 1985, la grande mosquée de Mali, qui est en terre crue. Vous avez aussi le mur de Chine. Vous avez également, donc ça j'en ai parlé, et puis au Yémen, on a des constructions sur plusieurs étages depuis 1701, donc c'est des constructions durables dans le temps, donc qui ont de belles propriétés. Donc c'est un matériau, sustainable materials with good durability. Aucun problème là-dessus. En Tunisie, qu'est-ce qu'il en est? Alors j'ai fait des recherches, je voulais vous prendre des photos, je n'ai pas trouvé le temps, mais sachez que ça existe. Ce sont l'Aqsa, Doulet, Sultan, à Tataouine, ils sont en terre crue. Alors, les refas de Médine, où on met avant l'Aoula, etc., ils sont en terre crue. J'étais très étonnée parce que je ne pensais pas que les briques utilisées à 12 heures, c'est des briques de terre crue, c'est du coq. Donc, bon, apparemment, c'est des briques en terre crue également. Donc, mais en Tunisie, il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'idée était, pourquoi utiliser de la terre crue quand on a beaucoup de travaux en France d'excavation? Il y a beaucoup de travaux souterrains, beaucoup de déblais. Et il y a eu le projet du Grand Paris. Alors, quand il y a eu le projet du Grand Paris, je me suis dit, pourquoi utiliser de la terre crue alors que je peux utiliser de la terre qui est extraite pour fabriquer, pour construire ces tunnels pour le Grand Paris. Alors, c'est 200 km de tunnels, le Grand Paris. Donc, vous le voyez là, il se termine à peu près. Alors, et ça générait, ça, c'est le tunnelier qui avance et qui génère de la boue. Cette boue, elle est mélangée avec un peu de bentonite pour aider le tunnelier à avancer. Mais la bentonite est une argile. Bon, bref. Des fois, il y a aussi des trucs moussants. Alors, on a des quantités assez importantes, de déchets, 45 millions de tonnes qui sont excavées. Ceci a été estimé en 2021, il y en a beaucoup plus. Et on n'a pas de pollution, ils ne sont pas pollués. Et il n'y a que 40% qui sont utilisés pour l'agriculture. Et on a 60% qui sont mis dans des décharges aux portes de Paris. Et les gens, comme vous le voyez, manifestent, ils ne veulent pas de ces déchets boueux, etc. Donc, et puis ça dégage après du méthane, etc., des décharges. Donc mon objectif était de dire, alors sachant que quand même le code environnemental en France oblige de recycler 70% des déchets qu'on fabrique. Ça voudrait dire le maître d'ouvrage, qui est le Grand Paris, se doit, et dans l'obligation, quand il ne le fait pas. Donc voilà, c'est un article de loi L541-1. Alors du coup, mon questionnement était là, je suis allée les voir, je leur ai dit, mais moi je peux vous trouver une solution, je vais pouvoir travailler et fabriquer un mortier à partir de cette terre d'excavation, ils les appellent des marins tunneliers. Alors voilà ce qu'on obtient, voilà ce que je reçois. Je reçois cette terre excavée comme ça, donc elle contient de l'eau, 15 à 30%, des fines 20 à 40, du sable 30 à 50,
et des gravillons inférieurs à 10%. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le sable. Le sable, c'est des particules entre 63 microns et 4 mm. Les gravillons, c'est au-delà de 4 mm, ça peut aller jusqu'à 20, voire au-delà. Et les fines, c'est inférieur à 63 microns. Alors, voilà, plusieurs applications. Donc, je peux l'utiliser, cette terre, en tant que binder, d'accord. Je peux l'utiliser en remplacement du ciment uniquement. Et puis, je peux fabriquer aussi des mortiers. Alors, si je veux fabriquer du béton, il faut que je rajoute des gravillons, bien évidemment. Et là, je me suis intéressée uniquement à des mortiers. Alors, la différence mortier, pour ceux qui ne savent pas, et béton, le mortier, c'est le binder, le liant, plus eau, d'accord. Généralement, c'est le ciment, donc là, je le remplace par la terre d'excavation, plus du sable. Alors que le béton contient des gravillons, des plus grosses particules. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible? Vous savez, on dit, il n'y a aucun problème, on fait l'étude d'analyse granulo, humide, etc. La répartition des granulats ou des particules qu'on a dedans, on montre qu'effectivement, sur plusieurs arrivages, on montre qu'on a effectivement du gravillon 420 mm, à peu près 4%, du sable 53%, on a des fils inférieurs à 63 microns, 27%, et puis on a de l'eau, 16%. Alors, du coup, on a classé, vous ne voyez pas, bien évidemment, et je montre que c'est une argile silty and clay, donc de l'argile, Gravels and Materials, donc on fait des essais, tout va bien. Donc, ça répond aux exigences de leur utilisation pour la fabrication de mortiers, et donc on a dit, ben, c'est parfait. Alors, pour améliorer le confort thermique, on va rajouter des fibres de chanvre, d'accord, parce qu'on a beaucoup de chanvre en France. Et puis, on a rajouté du tanin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le tanin. C'est issu de l'écorce, du chêne, en l'occurrence. D'accord, donc il y a extraction, etc., séchage, et j'ai de la poudre. Donc, ce sont des matières organiques. Je vais passer très rapidement sur les résultats. Donc, après, on a dit, on va rajouter stabiliser, parce que ça dilue, en fait, ça. Il n'y a pas de cohérence, bonne cohérence. Donc, le problème ici, c'est que j'ai rajouté du ciment, mais à faible teneur, 5, 7, 9. Après, j'ai dit, c'est pas terrible de faire du ciment. Peut-être que je peux mettre du laitier, parce que le laitier, son empreinte environnementale est inférieure. J'ai mis du laitier. J'ai comparé à la terre crue également. J'ai enlevé le ciment, j'ai mis du laitier. Le laitier étant un matériau pozzolanique, donc qui réagit avec l'eau et qui génère du durcissement. Donc voilà, j'ai fait varier le rapport ciment sur terre. Et puis voilà. Et puis après, j'ai utilisé également des fibres. Voilà, ici. Donc on a fait un travail conséquent. Et ici, on a rajouté plusieurs pourcentages de tanin. OK. Alors, les essais, je passe là-dessus. On a fait des essais donc, de mix design. On a fait, donc, il faut vraiment le storage, c'est... Stockage. Merci. Le stockage doit être dans un environnement bien contrôlé. Et puis, il y a la caractérisation mécanique, hydrique, le retrait, etc., le thermique également. Donc, tout ça a été fait. Alors, qu'est-ce qu'il en découle? Je vais juste vite parler de ça. Donc là, l'effet du slag, du laitier. Comme vous le voyez, sur la résistance mécanique à la compression, c'est mauvais. Donc, c'est pas bénéfique. Et après, on a dit peut-être qu'il l'est par rapport au problème thermique. Eh bien, ça n'est pas non plus parce qu'il augmente la conductivité thermique. D'accord? Donc, on a éliminé cette option. Donc, on est resté sur une stabilisation par le ciment. Et bien évidemment, plus j'augmente le pourcentage de ciment, plus la résistance mécanique augmente, mais également plus la conductivité thermique augmente. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et là, j'ai comparé, bien évidemment, la terre crue qui est là avec la terre excavée. Et je remarque que
le confort thermique sera meilleur avec la terre excavée que le G, bien évidemment, et le RAW, et ici la résistance à la compression, elle est bonne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de belles propriétés thermiques qui sont meilleures que celles qui sont données par le placo-plâtre. Donc, on était content. Voilà l'effet sur la workability, donc l'ouvrabilité, parce que bien évidemment, il s'agit de pouvoir réaliser, donc c'est ce qu'on appelle l'ouvrabilité. Donc ici, l'effet du ciment. L'effet du ciment n'améliore pas l'ouvrabilité. De même, l'effet du chanvre, plus j'augmente le taux de chanvre, moins l'ouvrabilité elle est agréable. Mais ceci étant dit, je reste dans les valeurs recommandées par les normes et les standards. Donc, pour jusqu'à 1,2% de chanvre ou jusqu'à 9%. Tout ça, c'est des pourcentages massifs. Hein. Rien n'est volumique ici. Les propriétés mécaniques sont, ben voilà, quelle que soit la valeur du pourcentage de chanvre, que ce soit en flexion, en compression ou en flexion, eh ben j'ai des bonnes résistances mécaniques qui sont supérieures à ce qui est recommandé par les normes, donc supérieure à 0,5 pour la compression, pour la flexion supérieure à 0,2, et puis comme je vous l'ai dit, plus j'augmente la teneur en ciment, bien évidemment, meilleur c'est, mais bon, au détriment d'autres propriétés. Ici, bah, les fibres sont bien arrangées, etc., tout va très bien. On est parti sur les valeurs des propriétés thermiques. Vous voyez que la conductivité, elle est là. Donc, on a une conductivité thermique et une chaleur massique qui sont assez intéressantes. De toutes les façons, elles sont inférieures à 1,2% de fibres que celles du gypse. Voilà. Et puis, pour la capacité thermique, elle est de l'ordre de 1,2 pour le gypse et nous, on atteint des valeurs semblables avec 1,2% de fibres ou à 0,8, on la dépasse plus ou moins. Voilà. Alors, je n'ai pas mis celle du mortier de ciment parce qu'il n'est pas du tout bon, quoi qu'il en soit. Voilà. Alors ici, on montre que nous avons, avec cette terre excavée du Grand Paris Express, de la ligne 16, et va jusqu'à Orly, pour ceux qui partent généralement sur Orly, donc une conductivité thermique inférieure à 0,8, donc c'est un matériau efficient thermiquement, donc voilà, efficace thermiquement. Donc on a des conductivités thermiques relativement faibles, les fibres de chanvre améliorent ce confort thermique, et bien évidemment, le pourcentage de ciment va à l'encontre en termes de confort thermique. Et du coup, on a décidé de prendre 5% de ciment. Alors du coup, 5% de ciment, puis, parce qu'en fait, au départ, on voulait l'utiliser comme mortier de réparation. Ce mortier, d'accord? Le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y a aucune adhérence avec aucun support, qu'il soit le béton, qu'il soit la terre cuite. C'est un problème, je pense, de différence de dilatation. Voilà, on n'arrivait pas. Donc, en fait, il faut le mettre de la terre avec la terre. Alors, on a dit, mais en fait, tout compte fait, et il y avait beaucoup de retraits et il y avait beaucoup de fissuration. Donc, on a rajouté le tanin. Avec le tanin, on a amélioré le problème de fissuration. Il n'y a plus aucune fissuration, mais il n'y a toujours pas d'adhésion. Et on obtient des plaques très, très belles. Alors, on a dit, mais en fait, on peut les utiliser comme plaques en remplacement au placo-plâtre. C'est ça, logique. Voilà. Et donc, vous voyez ici, ce tanin, il génère en plus de ça une couleur magnifique qui est rouge, et donc j'ai même pas besoin de peindre. Donc, tout ça, c'est très bien. Donc, le tanin n'a pas d'effet sur l'ouvrabilité, donc il ne va pas changer l'ouvrabilité. La couleur, elle est naturelle, elle est très belle, donc je n'ai pas besoin de peindre. En plus de ça, ça peut remplacer le placo, parce que le placo, c'est le gypse et c'est le poison pour le béton s'il en reste un peu, alors que là, rien du tout. Alors, du coup, on était très contents. On a regardé les résultats à la compression, à la flexion, et vous voyez que j'améliore, je suis au-dessus et que j'améliore. Alors, l'optimum, il est pour 2% de tanin. Voilà, comme vous le voyez.
Alors maintenant, on a regardé le thermique, et bien vous voyez que la conductivité thermique diminue également, et la chaleur massique augmente, et que j'ai un optimum pour 2% de tanin. Alors, on était vraiment très heureux, et là, on a dit, voilà, je fabrique une plaque, d'accord, une cloison, à base de terre d'excavation, 0% de fibre, c'est 5% de ciment, j'ai aussi un peu de superplastifiant, j'ai oublié de vous le dire, et 2% de tanin. Et là, c'est bon, tout va très bien. Mais tout va très bien, j'ai dit c'est efficient, donc il faut maintenant que je fasse la CV et que je montre qu'effectivement c'est bon, et aussi en termes d'impact environnementaux. Alors voilà, j'ai besoin de tout ça pour travailler. Donc voilà. Donc, définition des objectifs et du champ d'étude. D'abord, il faut les données d'entrée. Les données d'entrée, ce sont les matières premières, l'eau, le fuel, l'électricité, le diesel. J'ai les marins tunneliers, j'ai le ciment, j'ai le tanin, j'ai le superplastifiant, les fibres de chanvre. Tout ça va être déplacé et va être transporté au N2MGC à Cergy, dans le 95. Après, j'ai un processus de malaxage et une fabrication. Et on va faire tous les calculs pour 1 kg. Voilà. L'unité fonctionnelle de mes calculs, ça va être 1 kg de mortier destiné au panneau mural, et je vais faire une comparaison avec d'autres panneaux muraux qui existent sur le marché. Alors, l'inventaire, il est là. Moi, c'est la ligne 16 pour le marin tunnelier, fourni par Tractebel, avec laquelle je continue à travailler, mais en utilisant les marins de la ligne 17 du Grand Paris Express. Le chanvre, il est là. J'ai utilisé les données ACV ici vous avez la référence. Ici, pour le tanin, j'ai également cette référence. Le ciment Portland, c'est tout le monde qui va le trouver, le CEM1. Donc, il faut aller sur Simbureau et on va retrouver tout ce qu'il faut. Le superplastifiant, pareil, SICA, A, C-Fiche, FDES. Et voilà le transport de chaque point jusqu'au laboratoire en termes de kilomètres. Donc, et j'utilise EcoEvent comme base de données et le logiciel, c'est Simapro. Et voilà les impacts que je vais utiliser. Il y a en réalité 18 impacts. D'accord? Et il faut utiliser une méthode. Il y a plusieurs méthodes. Et la méthode utilisée, c'est RECIPE Midpoint H. Donc, 18 impacts sont étudiés. Alors, on va évaluer les impacts. Donc, avec cette méthode de calcul, donc un large éventail de catégories d'impacts environnementaux. Et on va comparer par rapport aux autres. Bon, on n'intègre pas certains impacts potentiels liés aux extractions futures. Okay? On va appliquer ces facteurs de caractérisation à une échelle internationale, comparaison, etc. Donc, alors, les méthodes de calcul, c'est des méthodes globales, comme je vous l'ai dit. Donc, en utilisant cette méthode de calcul et en allant vers 18 impacts. Alors, il y a 22 impacts, mais c'est les méthodes les plus poussées, comme vous le voyez, avec le plus d'impact possible. Alors, voilà l'interprétation. Donc, on a calculé les impacts, tous les impacts, les 18 que vous voyez, qui sont là, pour chaque matière première. Donc, on a pour les matières premières, le transport et la fabrication. Donc, et vous voyez que le transport ici est le plus impactant, c'est celui qui est rouge. Bon, c'est un peu normal, d'accord? Ici, on a étudié matériau par matériau son impact, et vous voyez que c'est le ciment Portland, le CEM1, même si c'est à 5%, qui va impacter le plus, je dirais, l'ACV de mon panneau. Donc, il y a l'eau, il y a les fibres de chanvre, etc. Et que les fibres de chanvre ont un impact qui est très positif, donc qui va diminuer l'impact global. On a comparé ça à d'autres panneaux qui existent dans la littérature. Alors, on a comparé avec en vert le panneau de plâtre, le placo, d'accord? On a comparé avec le rouge, c'est un composite, biocomposite sourcé, biosourcé, qui contient 19% de laine de mouton
et 16,5% d'acier galvanisé, et avec un autre panneau de plâtre biosourcé qui contient 4,6% de plâtre, 10% de laine de mouton et 9,4% d'acier galvanisé. Et donc, notre panneau, c'est le vert, et que vous voyez que globalement, nos impacts sont très faibles par rapport aux autres, sauf pour certains critères, 1, 2, 3, 4 et 5, 5 critères, bon, ou 6. Donc, et ça, on a utilisé recyclé. Ici, ce sont les bénéfices par rapport aux autres. Donc, plus vers le haut, mieux c'est. Donc, on est bon sur l'ensemble des critères, on est meilleur, mais on n'est pas bon sur 5 critères qui sont là. Voilà. Donc, globalement, notre panneau n'est pas mauvais, il est même très bon par rapport à ceux de la littérature. Donc, l'impact carbone, vous voyez, il est sa valeur là. Les autres, ils sont nettement supérieurs. En termes de rareté de ressources fossiles, on est très bon. En termes de consommation d'eau, on est également très bon. Donc, là-dessus, on est très content. Donc, on va continuer ce travail pour aller un peu plus loin. Donc, le deuxième, c'est les géopolymères. Alors, pour les géopolymères, c'est toujours pareil, vous ne voyez rien, moi non plus. J'ai essayé de comparer les matériaux de construction dans les deux pays, la France et la Tunisie. Sachez que les matériaux de construction les plus utilisés aujourd'hui, ce sont les granulats, le béton, l'acier, la terre cuite. Je pensais qu'en Tunisie, on utilisait plus la terre cuite. Il n'y a pas de données réelles, mais ce n'est pas le matériau numéro 1, c'est les briques, la terre cuite. Le plâtre. Après, le bois de structure, il n'est pas du tout utilisé en Tunisie, il est utilisé quand même un peu en France. La terre crue, c'est très marginal. Et les géopolymères, quasi nuls dans les deux pays. Et ici, en Tunisie, je pense qu'on n'utilise pas. Donc, ça reste quand même le béton, et dans des proportions différentes, mais le même classement pour les deux pays. Et quand je regarde le bilan carbone d'un béton, remarquez, celui qui émet le plus dans un béton, c'est le ciment. Donc, et il émet de plus, il émet réellement énormément. Et juste pour vous fixer les idées, j'adore faire ça parce que j'ai du mal à descendre les escaliers. J'ai pris un escalier de 16 marches et de 100 cm de largeur, et j'ai calculé donc le nombre de mètres cubes de béton qu'il me faut, c'est 1,4 m3 de béton. Le béton, je vous ai dit, c'est du ciment plus des fils, avec des valeurs entre 7% et 14% en volume. Les granulats, 60 à 70% en volume. J'ai de l'eau, j'ai de l'air et j'ai des adjuvants. En réalité, 1 m3 de béton, c'est 1,7 tonnes de granulats et uniquement 600 kg de ciment. D'accord? Mais pour autant, si vous vous rappelez, majoritairement, celui qui émet le plus dans un béton, celui qui émet majoritairement à 80%, c'est les 6% que j'ai de l'ion qui est le ciment. Donc, voilà, les choses sont très claires. Pourquoi? C'est ici, c'est au cours de la fabrication du ciment, il ressort de la clinkerisation à 1450 degrés. Donc, cette clinkerisation va générer énormément de CO2. C'est dû à deux phénomènes. Le phénomène de chauffage lui-même pour arriver à 1450 degrés. Ça, on va pouvoir jouer là-dessus en changeant les fuels, etc. Et après, il y a des réactions pour former le C3S, le C2S, le C3A et le C4A, C4A quelque chose. Alors, du coup, cela, je ne peux rien faire, c'est le clinker, c'est-à-dire je ne peux pas. Alors, si je veux diminuer cette partie, qui est 50% de ces émissions, il ne faut pas bouger de clinker. Donc, il faut diminuer la proportion de clinker. Ça voudrait dire quoi? Il faut que je diminue le clinker, je fais ce qu'on appelle les ciments composés. Des ciments à faible impact environnemental ou à impact environnemental diminué. Je mets le moins de clinker possible, je rajoute du laitier, du fly ash, d'autres fines pozzolaniques. Alors, voilà, c'est ça. Donc, voilà, trouver une solution pour éliminer le clinker, ou utiliser le moins de clinker. Alors, il y a une idée des géopolymères. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le géopolymère. Alors, les géopolymères, c'est un terme qui a été inventé par un scientifique français. Je l'écris dans le dictionnaire. Alors, c'est assez amusant. Il s'appelle Joseph Davidovich. Je pense que certaines personnes qui travaillent avec l'IFSTAR doivent le connaître. Dans les années 1970, et il a développé ce matériau comme une alternative inflammable
aux polymères thermodurcissables suite à une série d'incidents en Europe, notamment celui du collège Édouard Pailleran à Paris en 1973. Alors, mais en fait, j'ai fait des recherches, j'adore faire ça, et du coup, j'ai remarqué que quand même en Égypte d'ailleurs, dans les pyramides, il y a des géopolymères. Ici, vous avez, à côté du Pérou, là, en Amérique latine, c'est un monument fait en pierre artificielle en géopolymère, âgé de 1400. En fait, ce n'est pas en 1970, ça existe depuis l'époque des pharaoniques et depuis très longtemps, des dizaines de siècles, ce géopolymère. Alors, ce géopolymère, c'est un ion inorganique obtenu par l'activation d'une poudre aluminosilicatée, donc qui contient du SiO2 et du A2O3, avec une solution alcaline de pH égal à 13. Donc, la composition des géopolymères, une matière première aluminosilicatée, plus une solution alcaline. Alors, cette matière première, ça peut être du métakaolin, c'est de l'argile, kaolonite, qu'on va activer pour devenir du métakaolin. Des laitiers, ce sont des déchets de la sidérurgie, c'est ressorti de la catégorie des déchets, maintenant c'est une matière première. Les cendres volantes qui viennent généralement des volcans ou également des industries de gobelins, là, quand on fait les verres, etc. Et puis par des roches volcaniques. Et puis les solutions alcalines, c'est ça qui blesse en fait, ce sont des solutions d'activation qui sont à base soit de sodium, soit de potassium. Alors elles sont chères et elles sont polluantes. Donc les géopolymères représentent un sous-groupe de la famille des matériaux alcalines activés, on les appelle MRA. Ils dépendent du pourcentage de Ca et le géopolymère est un MMA avec un faible taux de Ca. Bon, bref, donc voilà, si on fait une étude bibliographique, on peut avoir un géopolymère à partir d'une seule matière, laitier, métakaolin ou cendre volant, mais vous voyez qu'on n'a pas de bonnes propriétés globalement en demande en eau, en temps de prise, résistance mécanique, retrait, stabilité. Donc l'intérêt, c'est de faire un mélange binaire. Alors dans l'étude de Aziz Hasnewi, on a montré que très peu d'études ont été consacrées à l'étude à base de laitier et métakaolin, et on s'est lancé là-dessus. Alors je pense que je vais passer rapidement là-dessus, pour vous dire ce qu'on a fait et ce qu'on a obtenu, c'est le plus important. Donc ici, on a essayé de fabriquer des bétons géopolymères et des bétons avec un ciment CEM1. Et on a en plus introduit des granulats recyclés dans le géopolymère pour diminuer son impact environnemental. Alors, le même squelette granulaire, c'est la pâte qui change. Donc voilà. Et voilà les caractéristiques mécaniques qui sont assez intéressantes, sauf pour le module, pour le géopolymère qui reste faible dû aux liaisons moléculaires, enfin les liaisons interatomiques responsables de la rigidité. On a beaucoup plus dans les géopolymères des liaisons de type Van der Waals et hydrogène que dans les bétons qui sont plus à dominante ionique et covalente. Du coup, un module Young plus faible, du coup, un QH plus important et un retrait plus important. Alors, je pense, alors ici, on a fait la CV, une fois qu'on a montré que c'est bon. Et voilà, donc ici, ce qu'il faut savoir, ce sont les données d'entrée, les matières premières hautes, vous voyez, c'est toujours pareil, sauf que là, on a l'activateur, on a les métakaolins, on a les gravillons recyclés, les sables recyclés, etc. Alors, voilà, on a fait la même chose. Hein. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Le CO2, donc vous voyez que le béton classique émet beaucoup plus que le béton géopolymère. Et le béton géopolymère qui émet le moins, c'est celui-là, c'est celui qui contient 50% de granulats recyclés, sables et gravillons. Donc, on a diminué l'impact environnemental en termes de CO2, et cet impact est diminué encore plus en rajoutant des granulats recyclés. C'est globalement la même chose, mais vous le voyez que ici, je n'ai pas, juste je termine avec ça, d'ailleurs, je termine avec ça. Vous voyez que tous mes impacts, mes 18 impacts, vous voyez que ici, j'ai une perte, c'est pas bon sur cette catégorie. Alors, ce qui est assez amusant de voir, c'est quoi les impacts qui ne sont pas bons pour les géopolymères. C'est les aquatiques.
les ressources, donc en fait la toxicité et la pollution de l'eau, d'accord, on va polluer. Donc ça c'est mauvais. Terrestre également, et puis sur la santé humaine. Donc en fait, oui, on va diminuer le CO2, mais on fait au détriment de l'eau, au détriment de la biodiversité terrestre et au détriment de la santé humaine. Donc, mais si on regarde l'efficacité de chaque formulation thermique, on a utilisé l'indicateur d'efficacité de carbone, et bien ici on montre que 10% RR ou 30% RR nous donne un béton géopolymère efficace en termes de CO2 et ayant des bonnes propriétés de durabilité. Je ne vais pas vous embêter un peu plus, c'est les conclusions. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone. Quand on fait une étude globale, d'accord, là uniquement, ben, il y a aussi les autres paramètres qui sont très importants. Qu'est-ce qu'on fait pour le géopolymère aujourd'hui? On essaie d'activer sans activateur. Donc en fait, en utilisant ce qu'on appelle des eco-friendly activateurs, de telle sorte à ce qu'on ne pollue pas la nappe d'eau et à ce qu'il n'y ait pas de danger pour l'être humain. Voilà, merci beaucoup. J'ai dépassé de beaucoup le temps. Merci pour cette très très riche présentation. On a quelques minutes pour discuter. S'il y a des questions dans la salle. Je souhaite. Merci, professeur Hélène Rebel, pour cette présentation. Moi, je vais vous poser une question sur la première étude de cas, et c'est sur le zéro ciment. Ça n'a pas été... C'est imposé. Si, en fait, si tu stabilises pas, en fait, alors, moi j'appelle, on a les ayatollahs de la terre vers la terre. On a un groupe comme ça en France. C'est le PN Terre, le projet national Terre. Eux, ils disent, ben non, de la terre vers la terre. Donc, je ne mets absolument rien. Et moi, au départ, j'ai dit, ok, d'accord, pas de souci. Mais en fait, il vous faut des temps considérables de séchage. Mais en fait, ça se dissout si tu le mets dans l'eau. Ça ne tient pas, ça ne tient pas. Il faut stabiliser. Alors, peut-être pas avec le ciment. Peut-être là, on essaie de voir un peu si on ne peut pas utiliser l'amidon ou autre. D'accord? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ça s'écroule. Bah, d'ailleurs, dans le sud tunisien, moi j'ai ma belle-mère, elle a une chambre qui est faite avec de la terre, bah, ça ne dure pas longtemps en fait. Assez souvent, ça se déconstruit et ils reconstruisent. D'accord? C'est pas durable. Donc voilà. Alors après, on va pouvoir se poser la question, au Yémen, comment ça se fait? Parce que ça tient. Mais moi, à mon avis, il y a des géopolymères dedans. On n'a pas utilisé les géopolymères comme stabilisant, d'accord? On n'a pas utilisé. Mais moi, je suis certaine, ou peut-être que leur terre, elle est beaucoup plus carbonique. Et en fait, après, je me suis intéressée à ces pratiques ancestrales, ici, en Tunisie. En fait, ils prennent la terre, qui est un peu argileuse, parce que toutes les terres ne sont pas argileuses, et ils disent qu'ils la brûlent. Ils la brûlent. Ils la brûlent, en fait, ils font du feu. Mais c'est pas, on n'est pas à 700 degrés, on n'est pas à 600 degrés, parce que pour avoir une déshydroxylation, il faut être autour de 700 degrés. Là, ils mettent du charbon, le fham, et ils la brûlent, puis après, ils concassent, et après, ils construisent avec. Donc, voilà. Oui, c'est comme ça. Alors, en fait, on a perdu la technique ancestrale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des groupes de travail pour repenser. Voilà. Là, dernièrement, j'ai un collègue qui était allé faire un tour au Maroc, dans le sud marocain. Il a vu des gens en train de fabriquer un mur en pisé. Et d'ailleurs, tu te rappelles de ce qui s'est passé à Marrakech, quand il y a eu le séisme. Toutes les nouvelles constructions qu'ils ont faites en terre se sont cassées la figure. Et en fait, ce n'est pas la terre qui est mise en jeu, c'est parce qu'il y a aussi le problème des fondations. Parce que, d'ailleurs, en Tunisie, vous avez le même problème, puisque les murs se sont écroulés sur des études, sur des élèves. Parce que les murs n'ont pas été
n'ont pas été construits avec les fondations adéquates. Et donc là aussi, on a un problème de fondation. Donc oui, non, sans ciment, franchement, on a essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, merci. C'était très enrichissant. Alors, je profite pour vous remercier pour d'être venu ici. Et, voilà, Merci beaucoup. une petite attestation qui témoigne de notre reconnaissance. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Donc, à la prochaine. À la prochaine, Sur, Inch'Allah.